comme je l'ai dit la dernière fois à Nantes, normalement j'ai un texte que je lis qui est ma conférence écrite. Alors le problème c'est que comme c'est filmé à chaque fois et que c'est en vidéo sur internet, je pense que la plupart des gens ont déjà vu la conférence plusieurs fois et que je ne vais pas refaire la lecture de ce texte, d'autant plus que je lis assez mal. Je ne suis pas très bon lecteur et que je me souviens moi-même de nombreuses conférences auxquelles j'ai participé qui étaient d'un ennui profond. Donc j'ai pas envie de vous infliger ça. Donc cette conférence, je vais la poser là. Je vais pas y toucher. Je vais m'en passer. Et donc, comme j'ai déjà fait une conférence à Marseille, je pense que certains l'ont vu avec le Libre Penseur, où on a abordé certains sujets, une conférence à Rennes, où on a abordé d'autres sujets qui étaient d'ailleurs plus sur le sacré, qui circulent aussi sur Internet. La dernière fois, c'était à Nantes. On a parlé plus de politique, etc. Je vais essayer aujourd'hui de continuer mes digressions en fonction aussi de l'actualité, parce que ça bouge tout le temps en ce moment. Et comme je l'ai dit la dernière fois, et que je ne l'ai pas d'ailleurs fait assez, je vais peut-être, comme en plus vous avez attendu, vous êtes énervé, tout ça, passer assez vite à un jeu de questions-réponses, parce que finalement, comme ma position est assez, entre guillemets, complexe, puisque gauche du travail, droite des valeurs, c'est déjà un paradoxe par rapport au système tel qu'il nous a imposé. Ma position sur le Front National est assez paradoxale aussi pour certains. Il y a souvent des gens qui ne comprennent pas forcément exactement où je veux en venir. Alors il y a deux attitudes, il y a des gens qui se disent il a une pensée complexe, puis il y a des gens qui se disent il a un double langage. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien penser que j'ai un double langage ou des stratégies cachées, perverses, etc. Bon, ça fait partie aussi de... voilà, là, ça existe tout ça, quoi. Donc je pense que le mieux, assez rapidement, c'est que les gens qui ont des questions précises à poser, les posent et que j'essaie d'y répondre le mieux possible, puisque bon, bah, je suis là pour ça, quoi. Hein, voilà. Et sinon, comme il faut que je démarre un peu pour lancer la salle, je note en permanence des sujets qui m'intéressent. Et je me dis, puisqu'il y a une vidéo, c'est l'occasion de préciser certains points auxquels je réfléchis en ce moment. Et comme vous le savez, j'ai arrêté mon bloc-notes dans Flash, là, pour plusieurs raisons. J'avais envie de commencer par parler de deux sujets qui m'intéressent en ce moment. Notamment un que j'ai compris seulement récemment. Le problème de lunettes, c'est que quand je lève là, il faut que je sois comme ça, parce que là, je peux pas lire, mais si j'ai ça, je vous vois plus. Voilà, comme ça. Ça, c'est l'âge. Commence à avoir du problème pour voir de près. En réalité, j'ai souvent été confronté à des gens qui me disaient moi, je suis un antilibéral, d'une certaine manière, donc je critiquais le libéralisme, et mon propos, c'était toujours de dire nous sommes dans une société entièrement libérale, c'est un problème, etc. Et j'étais face à des gens que je prenais pour des imbéciles, ils me disaient non, la société n'est absolument pas libérale, au contraire, le vrai problème, c'est qu'elle n'est pas libérale. Et à un moment donné, je prenais ces gens-là pour des idiots. Et puis, honnêtement, je me dis, finalement, ils doivent croire à ce qu'ils disent, donc il y a un sens à ce qu'ils disent. Et j'ai réfléchi. Et en fait, je viens de trouver la solution. Donc peut-être cette solution, vous l'avez trouvée vous-même avant moi, mais moi, je trouve des trucs un peu tous les jours, parfois avec du retard d'ailleurs. Et en fait, j'ai compris que moi, je parle du libéralisme philosophique, c'est-à-dire de l'approche du libéralisme par le philosophe. Et le philosophe, quand il parle de ce qu'on appelle l'extension de la logique libérale, c'est-à-dire qu'on est dans un monde matérialiste qui a tendance à tout transformer en marchandise. C'est-à-dire que dans la vision libérale, contrairement à la vision sacrée, tout est possiblement marchandise. Hein. Alors au début, c'est les marchandises, mais après, ça peut devenir le corps de la femme, dans une justification de la prostitution. Ça peut être aussi le corps de la mère, à travers l'idée qu'on peut acheter des enfants, les faire, etc. Et de ce point de vue-là, il est à mon avis certain que nous sommes dans un monde dominé par le libéralisme au sens philosophique, c'est-à-dire de l'extension de la logique libérale, c'est-à-dire que tout est marchandise. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de produits. Hein, quand vous allez visiter un appartement dans une agence immobilière, dit, la personne qui vous répond, souvent une femme charmante, vous dit nous avons ça comme produit, vous voyez. Et puis après, c'est-à-dire que l'idée que tout est produit. Alors un livre aussi est un produit culturel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on vous dit aujourd'hui dans une émission de livres, Marc Lévy, qui a vendu 300 000 bouquins, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, c'est un grand écrivain puisqu'il a beaucoup vendu. C'est-à-dire qu'on est sur une notion d'un livre qui est une marchandise et dont la réussite n'est plus la qualité intrinsèque qui serait jugée selon des critères esthétiques, de cohérence, etc., mais sur le fait que ça a beaucoup vendu. Vous voyez, c'était inconcevable du temps de Bernard Pivot dans les années 70. Hein.
Il y avait des grands écrivains comme Julien Green qui vendaient jamais plus de 40 000 livres, mais qui étaient considérés comme des écrivains parce qu'ils avaient une œuvre, une vision du monde qui durait depuis 30-40 ans, qui paraissait assez pertinente, etc. Et jamais on leur aurait fait l'injure de dire qu'ils vendaient moins que je sais pas quoi, que la Speakerine qui avait édité ses mémoires chez Robert Laffont. Aujourd'hui, nous sommes systématiquement dans une présentation, notamment, j'en parle pas pour le monde de la musique. Le monde de la musique est entièrement basé là-dessus. Il a vendu 300 000 disques d'or, voilà, etc. Et de ce point de vue-là, nous sommes dans un monde où la logique libérale, c'est-à-dire la logique marchande, a envahi par cercles de plus en plus larges, tout ce qui était de l'ordre d'abord ce qui était de l'ordre de la marchandise, évidemment, c'est-à-dire le commerce de biens alimentaires, d'objets, etc. Mais après, de domaines qui, dans le temps, étaient considérés comme hors marchandise, même d'ailleurs au départ, même dans la société libérale du 19e siècle. Il y avait des choses qui étaient considérées comme étant hors de la marchandise, et on était encore sur une société mixte en réalité, où il y avait encore du sacré, des choses auxquelles la marchandise n'avait pas le droit de toucher. Et ça, on voit que ça a été aboli de façon d'ailleurs accélérée depuis mai 68. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, mai 68 a surtout été pérenne comme finalement par sa désacralisation. Hein. Et là, de ce point de vue-là, j'ai raison quand je dis ça, nous sommes dans un monde intégralement libéral. Voilà. Après, j'arrive à la deuxième partie de ma réflexion, c'est que quand je dis ça, je suis face à un type qui, lui, me dit « Non, non, la société n'est absolument pas libérale ». Et en fait, il dit quelque chose de très vrai, il dit c'est une société entièrement oligarchique, basée sur des privilèges, la menace militaire américaine, etc. Et là, en fait, lui, il parle du libéralisme économique, donc qui n'est pas le libéralisme philosophique. Et le libéralisme économique, c'est de dire, voilà, le marché doit être autorégulé, c'est-à-dire il est une instance politique régulatrice en soi. Et quand on laisse le marché fonctionner, ça produit de la richesse, de la paix, de la prospérité. Et lui, sa remarque, c'est de dire que finalement, le libéralisme n'existe jamais, parce qu'il est toujours sous domination militaire, impériale, etc. Et de ce point de vue-là, c'est vrai. Je ne sais pas si le libéralisme pourrait apporter la paix, etc. Mais il est certain qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'est absolument pas libéral au sens économique. Car aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens qui imposent leur logique marchande ne le font pas au nom de critères libéraux, c'est-à-dire loi de l'offre et de la demande, ou comparé sur un marché libre et ouvert, mais entièrement au nom de privilèges oligarchiques, de mensonges, de manipulations, et notamment par la violence. Et je le dis aujourd'hui, la puissance aujourd'hui américaine n'est plus du tout une puissance libérale au sens qu'un pays qui domine par son économie, ce qui était le cas après-guerre, quand ce qu'on appelait la Pax Americana, c'est-à-dire que l'Amérique du plan Marshall, qui pouvait gérer le monde et imposer une certaine paix par un système de potlatch économique, puisque le plan Marshall était un don non remboursable pour que nous nous alignions sur les valeurs de l'Amérique par un don économique, parce qu'elles avaient peur qu'on s'intéresse au système alternatif qui était le communisme soviétique. Voilà. On était là dans un monde américain qui existait, un peu comme la Pax Americana, et d'ailleurs le monde musulman de la grande époque musulmane, par le commerce, mais le doux et sain commerce. Or, aujourd'hui, l'Amérique est essentiellement une puissance économique en déclin, qui lutte contre le libéralisme, par lequel elle serait vaincue par la Chine systématiquement, par la menace et l'injonction militaire. Vous voyez ? Et donc on est dans un monde de moins en moins libéral d'un point de vue économique et de plus en plus oligarchique, qui ressemble, comme je l'ai dit dans mon bouquin et ailleurs, à l'URSS à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons ce que Attali appelle d'ailleurs l'hyperclasse nomade mondiale, qui sont des privilégiés, qui imposent leurs lois et leurs décisions au détriment même de la prospérité économique. On voit aujourd'hui que le système du capitalisme financier américain est un système entièrement destructeur de richesse au sens libéral du terme. Il crée de la désindustrialisation, du chômage et de l'appauvrissement. Hein. Donc on est finalement un monde qui est libéral au sens philosophique, ce qui est assez négatif, c'est-à-dire un monde destructeur du sacré, mais qui quand ça pouvait être encore efficace et positif au nom du libéralisme économique qui a apporté les 30 glorieuses et une certaine prospérité matérielle, ne l'est en plus. C'est-à-dire que nous avons tous les désavantages du libéralisme. Nous avons le libéralisme philosophique qui entraîne finalement la prostitution enfantine et qui justifie la Thaïlande et qui fait qu'aujourd'hui une actrice de hard comme Clara Morgan est invitée à côté, c'est presque une vérité, dans une émission de prime time à côté du père Lamorandais. Hein, ce sont deux acteurs sociaux de la société civile. On a un ecclésiastique et une putain, et chacun fait son boulot. Et finalement, il y en aura même pour vous expliquer que ce que fait Clara Morgan est plus utile finalement pour
l'équilibre psychique des hommes en souffrance que l'autre qui propose que de la confession. Voilà. Il y en a un qui fesse, l'autre qui confesse. Vous voyez. Et on est dans cette société où ce débat est totalement ouvert. D'ailleurs, c'est vrai, quand je dis ça, il y a des gens qui disent finalement, et c'est le discours de certaines filles qui écrivent des bouquins, là, comme ma copine Virginie Despentes, la prostitution devient finalement une travailleuse du sexe, être contre la prostitution, c'est empêcher les femmes de vendre leur corps dont elles sont propriétaires, donc c'est s'opposer finalement à la logique marchande qui fait qu'on interdirait à quelqu'un de faire du commerce, ça serait comme refuser une patente, et ça pourrait amener le même problème que le Tunisien qui s'est immolé parce qu'on l'empêchait, on lui avait piqué sa charrette de 4 saisons. C'est-à-dire que, effectivement, pour quelqu'un qui est sur la philosophie libérale, ça peut aller très loin avec Mona Ayoub, une fille qui s'appelle Mona Ayoub, qui est une féministe argentine, qui dit en fait qu'il est absolument pas normal que les femmes fassent des enfants par leur propre corps, que c'est quand même incroyablement violent et injuste politiquement d'être obligé de subir ça, et qu'il faut absolument que la société produise une technologie suffisamment avancée pour qu'on puisse faire les corps à l'extérieur des corps des femmes, pour que les femmes puissent continuer à aller à la plage en faisant 56 kilos, même si elles attendent un enfant. L'enfant sera dans une couveuse, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est la logique libérale. Voilà. Donc on a tout ce côté très inquiétant de la logique libérale philosophique, qui est un monde quand même assez froid, assez glacial et assez monstrueux. Et par contre, là où ça peut être intéressant, qui est effectivement le droit d'entreprendre, des choses dont on prend conscience que c'est quand même un plus quand on voit, par exemple, les blocages de la société cubaine, même si on peut l'expliquer en termes de politique extérieure, etc., ou ce qui a fait écrouler les pays de l'Est, le fait qu'on pouvait, l'État contrôler tout de A à Z, qu'on ne pouvait pas entreprendre, et que c'est quand même très intéressant dans une société humaine, si on a de la volonté et du désir de réussir, et des idées, de pouvoir monter une entreprise avec le droit de le faire, et que l'État vous contrôle relativement, vous en respectez des règles, mais vous ne vous empêche pas de le faire. Or, tout le socialisme historique qui a échoué était une lutte à mort contre l'esprit d'entreprise et le droit d'entreprendre. Alors qu'en fait, on peut penser que le système français, qui était un système mixte sous De Gaulle, une économie dirigée mais en même temps libérale, c'est-à-dire dirigée pour les secteurs clés qui sont l'énergie, les choses qui ont un sens stratégique à long terme, mais par contre une libre société pour la petite entreprise était sans doute un modèle le plus efficace. Bon, bah ça, c'était une défense du libéralisme économique que même moi, marxiste de formation et ancien communiste, je peux faire parce que j'admets les erreurs et qu'effectivement, un type qui monte un restaurant et qui est fier d'avoir monté son restaurant à Lyon, c'est un bon sujet puisqu'on mange assez bien. C'est très agréable de pouvoir aller dans un petit restaurant où on connaît le patron avec la carte, etc., où il a toute liberté de produire quelque chose. C'est beaucoup mieux pour ceux qui ont connu les pays de l'Est ou qui ont voyagé dans les pays socialistes que les cantines d'État. Vous voyez, c'est à un moment donné, dans les cantines d'État, on mange de la merde. Vous voyez, donc c'est que ça ne marche pas. Donc c'est dire qu'il y a effectivement des endroits où le libéralisme est quelque chose de positif, quand c'est d'ailleurs contrôlé par une instance supérieure, à la fois étatique et sacrée. C'est-à-dire que le libéralisme doit toujours être contrôlé par ces deux instances, ce que la marchandise n'a pas le droit de toucher, les enfants, la question de la vie et de la mort avec l'euthanasie. Aujourd'hui, on voit que Attali défend l'euthanasie au nom d'une bonne gestion des vieux. Les vieux ne servant à rien, en une bonne logique libérale, coûtant très cher à la Sécu, puisqu'on voit que le coût de la vieillesse est exponentiel. Il faut donc les euthanasier. C'est pour ça qu'en ce moment, on a dans les médias des valorisations d'histoires d'euthanasie, mais toujours exceptionnelles et héroïques, où un jeune accidenté de la route veut à tout prix mourir et qu'on le maintient en vie, pour que nous adhérions finalement à l'euthanasie. Il faut savoir que dans les 3/4 des cas, les vieux ont terriblement peur que leurs gosses les débranchent pour en toucher un peu plus vite l'héritage et ce qui reste de l'héritage. Donc en réalité, en situation moyenne, les vieux étant une population fragile, l'idée catholique traditionnelle qu'on doit protéger la vie à tout prix est une idée qui protège les faibles, en réalité. On nous vend aujourd'hui l'idée de l'euthanasie parce qu'on veut nous l'imposer pour des raisons, je dirais, doublement libérales de gestion. Voilà. Et donc... pour prolonger finir sur ce petit truc. En fait, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une société qui n'est plus du tout libérale sur le plan économique, parce que c'est une société d'injonction oligarchique faite par des privilégiés qui, comme sous l'Ancien Régime, on peut dire comme les nobles sous l'Ancien Régime, ont une action économique uniquement en leur intérêt, qui est l'intérêt du profit financier, et ce qui a provoqué d'ailleurs des écarts de richesse incroyables depuis 20 ans en France. On voit des salaires qui explosent pour les technogestionnaires des multinationales, avec notamment les parachutes dorés, je sais pas comment ça s'appelle, là,
les stock options, etc. Et puis par ailleurs, des salaires qui sont systématiquement à la baisse pour les travailleurs, les travailleurs normaux. Bon, bah, tout ça participe de cette violence en réalité qui n'est absolument pas libérale, hein, qui est une violence justement oligarchique. Et voilà, donc nous avons effectivement tous les désavantages du libéralisme philosophique et aucun avantage du libéralisme économique. Et ça, c'était pour finir mon petit sujet sur effectivement, quand on vous pose la question société libérale ou pas libérale, elle est absolument libérale sur le plan philosophique, ce qui est d'ailleurs un vrai problème dont ont d'ailleurs terriblement conscience les musulmans, qui sont encore des gens qui vivent encore dans un monde du sacré. C'est les moins pour nous, puisqu'on nous a désacralisés depuis un siècle déjà. Mais on peut comprendre que pour des sociétés, notamment la société iranienne, il se pose vraiment ce genre de questions de façon très, très profonde. Donc société effectivement libérale sur le plan philosophique, où, comme je l'expliquais dans un de mes livres, le grand penseur du libéralisme, c'est le marquis de Sade. Il faut savoir que dans une société libérale intégrale, le marquis de Sade est le meilleur exemple de ce que c'est que le libéralisme poussé jusqu'au bout, si vous lisez bien Sade, c'est-à-dire l'apologie intégrale de l'égoïsme individuel, de l'efficacité pratique, de la ruse, etc., et le refus de toute transcendance, de tout sens de la communauté. Voilà, il n'y a aucune raison de donner. Vous voyez, toutes les sociétés traditionnelles basées sur le don et l'échange et le prestige n'ont aucun sens dans la vision libérale philosophique. Hein, voilà. Et donc on a une société effectivement totalement libérale de ce point de vue-là, ce qui est très inquiétant. Et par contre, là où ça pourrait être utile, c'est d'avoir un peu de libéralisme économique bien compris, avec de la liberté d'entreprendre, de l'esprit d'entreprise, etc. Là, il n'y en a plus du tout. Et je viens de le vérifier récemment. On vient de créer, nous, à Égalité et Réconciliation, en annexe du site politique, une boîte d'auto-édition qui s'appelle Contre-Culture. Ça fait 3 mois qu'on essaye d'ouvrir un compte en banque, alors qu'on a créé une PME, on amène l'argent, il n'y a aucun risque, etc. On n'arrive pas, pour l'instant, toutes les banques nous refusent. Nous refusent le droit de faire du commerce. Pour ceux qui connaissent ce monde-là, c'est incroyablement difficile en France de monter une PME. Les tracasseries administratives sont incroyables, la fiscalité est incroyablement violente. En réalité, nous sommes dans une société qui empêche de A à Z l'entreprise individuelle et la petite entreprise, hein, alors que c'est ce qui est le plus gros créateur de richesse et d'emploi, on le sait. Donc ça, voilà, nous sommes dans une société libérale là où il ne faudrait pas qu'elle le soit, et antilibérale là où il faudrait qu'elle le soit. Voilà. Donc c'était pour répondre à cette question que je me posais à moi-même. Sur cette question de quand on parle de libéralisme, il y a deux compréhensions du terme, la conception philosophique et la conception économique, et c'est pour ça que c'est finalement dans le débat, les deux avaient raison, effectivement. Notre société n'est absolument plus libérale sur le plan économique. L'Amérique impose une dictature militaire au reste du monde. On pourrait même essayer de comprendre pourquoi en ce moment la Libye subit ce qu'elle subit en ce moment. Peut-être que Kadhafi voulait vendre son pétrole aux Chinois et que les Américains, ne voulant pas qu'il le vende aux Chinois, sont allés lui botter les fesses parce qu'aujourd'hui, c'est comment dirais-je, la concurrence économique se passe à coup de violence militaire. Chaque fois que l'OPEP a eu l'idée de mettre à l'ordre du jour la possibilité d'acheter l'énergie dans une autre monnaie que le dollar, immédiatement, il y a eu agression militaire américaine. Hein. Il faut savoir aujourd'hui, effectivement, que le dollar ne s'impose comme monnaie mondiale uniquement à cause du pétrodollar, et ce pétrodollar est imposé, qui est une fausse monnaie, tout le monde le sait aujourd'hui, surtout ceux qui lisent mon bouquin. Vous êtes obligé de vous en servir parce que sinon vous vous faites bombarder la gueule par l'armée américaine. On en est réellement là aujourd'hui, hein, faut le savoir. Hein. Saddam Hussein a pu le vérifier. Ça peut expliquer ce qui se passe en ce moment en partie en Libye. Et je pense qu'il y a une autre explication pour la Libye d'ailleurs, puisque je suis sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui j'en parlais avec des gens, c'est incroyablement compliqué de comprendre ce qui se passe en Libye en ce moment. Hein. Aujourd'hui on apprend que finalement les armées impériales, ce que j'appelle l'Empire, ont bombardé les rebelles. Alors on ne sait pas si c'est une erreur ou si c'est parce que finalement ils ne veulent pas non plus que les rebelles gagnent. Vous voyez et là, l'explication, il y en a plusieurs qui se croisent, et même moi, j'ai pas la réponse. Il y a eu une entreprise de déstabilisation de Kadhafi, qui a succédé au mouvement d'Égypte et de Tunisie, qui devait être sans doute plus spontané. Il y a, selon certains experts comme Lugan, une volonté de couper comment dirais-je, la Libye, qui est un faux pays, en deux, en séparant la Tripolitaine de la Cyrénaïque. Et comme par hasard, la partie que contrôle le moins bien, pour des raisons d'ailleurs ethniques, puisqu'il ne faut pas oublier que dans ces pays-là, la tradition et la fidélité ethnique est beaucoup plus forte que l'identité nationale ou les rapports de classe. C'est ce qu'il faut bien admettre, c'est le travail que fait Lugan d'ailleurs. Quand on fait une pure lecture de rapports de classe en Afrique ou de lecture étatique, on ne comprend jamais rien à ce qui se passe, puisque c'est des États qui ont été créés par la colonisation et qui ne correspondent pas à des cohésions ethniques, et que la famille élargie est encore le premier référent en Afrique et dans le monde arabe. Hein, la famille élargie, c'est l'ethnie, et que quand on n'analyse pas les questions selon ces critères-là, on ne comprend pas. Alors évidemment,
le fait ethnique est une chose, la manipulation du fait ethnique par les puissances d'argent extérieures en est une autre. C'est-à-dire que quand on veut foutre un pays en l'air, comme on a fait notamment avec la Côte d'Ivoire, on sait que c'est des ethnies qui correspondent au nord et au sud, et on joue effectivement... Alors certains leaders politiques d'ailleurs de l'époque de la décolonisation avaient réussi à créer des consensus, comme d'ailleurs à un moment donné en Yougoslavie, Tito avait créé un consensus croato-serbo-slovène, vous voyez, mais c'est des consensus qu'il est très facile de faire péter, notamment en finançant des petits chefs de guerre et en leur proposant effectivement la clé du coffre. Et en ce moment on a effectivement une Côte d'Ivoire qui est en train d'exploser parce que finalement la Côte d'Ivoire n'a jamais existé et on est en train de retourner à la partition ethnique de ce qui était avant la colonisation et la décolonisation, parce que c'est un peu la même chose. Et après, il faut comprendre effectivement pourquoi on persécute à ce point-là Gbagbo et qu'on lui laisse pas la moitié du pays. Enfin, c'est compliqué. Et pour revenir à la Libye, c'est un peu pareil. On a effectivement un pays qui a vocation à au moins éclater en deux, Tripolitaine et Cyrénaïque, avec comme par hasard ce qui échapperait à Kadhafi, qui est la partie frontière avec l'Égypte. Hein. Et là, moi, la question que je me pose, c'est parce que c'est un peu ça le jeu politique, c'est que personne ne sait réellement. Pas plus Thierry Messant que moi ou Bernard Lugan, il n'y a que Dieu qui sait, mais on essaie de réfléchir avec les données qu'on a, et c'est un travail de croisement, d'expertise, etc. Et je me dis, ce qui est marrant, c'est que celui qui a voulu le plus qu'on bombarde Kadhafi, alors qu'il avait gagné, il aurait gagné la guerre en 3 jours, hein, si on n'était pas intervenu, c'était Bernard-Henri Lévy. Et moi, je sais que Bernard-Henri Lévy, le seul intérêt qu'il défend systématiquement bec et ongle, c'est les intérêts israéliens. Il se bat jamais pour autre chose. Je pense même qu'il est payé pour ça et depuis très longtemps. Hein, pour ça, il lisait le bouquin de Jacob Cohen qui s'appelle Le printemps des Sayanim, on le vend sur notre site, qui identifie clairement Bernard-Henri Lévy et d'autres comme Kouchner comme des agents israéliens. Hein, voilà. Et donc, je me dis, pourquoi on veut à tout prix botter les fesses de Kadhafi et surtout amener une présence militaire impériale en Libye et particulièrement à la zone frontière de l'Égypte, c'est parce que d'après mes autres informations qui viennent là de gens qui reviennent d'Égypte, parce que c'est compliqué de savoir ce qui s'y passe, il y aurait en ce moment une entente qui s'opérerait en Égypte entre l'armée égyptienne et les frères musulmans, qui serait la clé réellement d'une prise du pouvoir authentiquement égyptien, et là ça pose un problème terrible à Israël, parce que si les frères musulmans et l'armée s'entendent pour gérer le pays. À mon avis, Gaza, le blocus de Gaza, c'est fini. Et ça c'est un problème terriblement inquiétant pour Israël. Hein, voilà. Et c'est peut-être pour ça, d'un seul coup, que nous avons un Bernard-Henri Lévy qui a donné l'ordre à l'armée française et à la France, au-dessus de Juppé, qui est le ministre, normalement, qui a en charge cette question-là. On voit bien que Juppé n'était pas très chaud pour y aller, en tout cas comme ça, qui a donné l'ordre à la France de bombarder un pays souverain. Nous avons déclaré la guerre à la Libye, il ne faut pas se mentir, sans recourir par un vote du Parlement, ce qui est tout ça est anticonstitutionnel et illégal, parce que Bernard-Henri Lévy nous a donné l'ordre à la France de le faire, et sans doute parce qu'Israël a un gros souci avec l'Égypte, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une lecture possible. Ce qui vous donne aussi sans doute une clé de quels sont les vrais rapports de force en France, qui a le pouvoir, qui ne l'a pas, et d'où vient le pouvoir de certains, parce qu'il faut être très inculte ou très bête pour penser que le pouvoir de Bernard-Henri Lévy vient de son autorité intellectuelle. Moi, je pense que mon pouvoir vient intégralement de mon autorité intellectuelle, parce que je ne vois pas où j'irai le chercher ailleurs. Lui, je pense que pour quiconque a étudié son œuvre, son pouvoir ne peut venir que de, comment dirais-je, que je dirais de ce qu'on appelait l'autorité dans le temps, c'est-à-dire le fait qu'il impressionne par ses analyses et sa pensée. Voilà. Donc ça, c'est un petit sujet que je voulais traiter à ce niveau, pour justement montrer que la réflexion politique est mouvante, c'est-à-dire que moi j'essaie de comprendre ce qui se passe au Maghreb et dans le monde arabe en ce moment. C'est assez compliqué parce que ça bouge tous les jours. Il y a forcément des choses très spontanées liées à des colères légitimes, à des chefs d'État qui étaient complètement, comment dirais-je, traîtres à leur peuple, on va dire même en termes économiques, et souvent très soumis d'ailleurs aussi à l'Empire, c'est-à-dire Empire, Amérique et Israël. En général, on trouve toujours ces deux marqueurs forts. Il n'est pas certain que la révolte contre ces potentats qui ont été assez vite chassés du pouvoir, on a vu Ben Ali, il suffit que l'armée lui ait dit voilà, on te lâche et il est parti. Moubarak, ça a été plus long à se décider, mais on n'a pas pu le maintenir non plus. Mais il est très possible que ces colères populaires soient, c'est la stratégie impériale traditionnelle, manipulée et récupérée pour que finalement de ces révoltes ressorte une soumission au nouvel ordre mondial encore plus grande. On voit bien que Ouattara est un cadre du FMI. On voit bien qu'en Tunisie, ils ont essayé de coller au peuple égyptien des types qui étaient formés en Angleterre et qui étaient des purs agents impériaux, ce qui fait que finalement on remplaçait une mafia locale qui était la mafia Ben Ali par finalement des techno-gestionnaires de la multinationale impériale. Hein, c'est comme un peu, vous avez finalement
un espèce de bar un peu chiant avec des loupards dans un coin. Alors effectivement, vous dites, ça, je suis content qu'on les ait virés, puis la semaine d'après, vous avez Starbucks. Vous dites, finalement, le bar de loupards était peut-être plus sympa que cette saloperie de chaîne américaine. Voilà, donc vous vous dites, finalement, est-ce que j'y ai pas gagné tant que ça? Voilà. Et c'est un peu peut-être ce qui se passe en ce moment au Maghreb et dans le monde arabe, c'est qu'on est en train de déboulonner des chefs, on va dire des potentats à l'ancienne qui correspondent à l'ancien monde, pour ne mettre en fait que des gérants de chaînes, vous savez, comme pour les hôtels, etc. C'est-à-dire qu'à la fin, tous ces mecs-là seront des gérants de l'Empire mondial, qui ont fait leur classe aux États-Unis, Angleterre, FMI, etc. Et ça, on ne le sait pas encore aujourd'hui, mais c'est peut-être ce qu'on va constater. Et il y a un bras de fer permanent en Tunisie en ce moment, hein, avec le peuple qui est d'ailleurs assez mature, parce qu'en fait, les Tunisiens ont refusé jusqu'à présent tout ce qu'on leur a proposé. Les Égyptiens ont aussi beaucoup résisté. Ils se sont pas contentés de virer comme nous on a viré Louis XVI, vous voyez, ils ne se sont pas contentés de ça, ils n'ont pas eu derrière la loi Le Chapelier, et finalement la bourgeoisie, voilà, pour l'instant ils n'ont pas perdu ce combat, hein, ce combat post-révolutionnaire, on va dire, c'est qu'ils refusent beaucoup de ce qu'on leur propose. Alors on leur propose un agent américain, ils l'identifient, un agent anglais, pour l'instant ils essayent quand même d'accéder une représentation politique qui correspond aux intérêts de leur pays. Mais ce combat se prolonge en Tunisie, encore en ce moment, et en Égypte aussi. Voilà. Et d'après les infos que j'ai, en Égypte, ça se passerait pas trop mal, c'est-à-dire que il y aurait des forces réellement égyptiennes qui tenteraient à passer des accords pour essayer d'échapper comment dirais-je, à ce qui était le cas sous Moubarak, c'est-à-dire l'Égypte entièrement sous contrôle impérial, avec ce déshonneur pour le peuple égyptien qui se sent très solidaire du malheur des Palestiniens et qui fait un boulot dégueulasse, qui est un boulot de gardien de camp, il faut le dire, si on veut faire des parallèles, c'est-à-dire de participer à la souffrance de Gaza, parce que effectivement, il bloque Gaza pour Israël, quoi, je veux dire. Et c'est une des choses sans doute qui a déstabilisé beaucoup Moubarak, c'est-à-dire que ces potentats locaux étant obligés de se soumettre à l'Empire, notamment sur la question israélienne, c'est souvent ce qui les discrédite totalement par rapport à leur peuple, qui eux, c'est évident, sont en général des musulmans culturels très attachés à la cause palestinienne, et notamment depuis en plus que la cause palestinienne a revêtu un caractère religieux qui a été voulu au départ, il faut le savoir, par l'entité sioniste, qui a joué la carte du Hamas, et comme du Hezbollah d'ailleurs, contre le FPLP, c'est-à-dire contre dans le temps des mouvements qui étaient laïques et marxistes. Hein, voilà. C'est Israël qui a voulu religiosifier le problème, et ce problème aujourd'hui ils l'ont en pleine gueule, mais c'est eux qui ont transformé un conflit politico-colonial en conflit religieux. Hein. Au départ, c'est Israël qui l'a voulu, et maintenant ils l'ont voulu, ils l'ont. Hein, voilà. Exactement comme en France en ce moment, l'UMP, avec la volonté d'ailleurs, on voit de qui, de Copé et le relais de Guéant, n'arrête pas de parler du problème de l'islam en permanence, sans jamais ne rien faire contre l'immigration, parce que c'est ça toute la différence, c'est que moi je suis un nationaliste français, je serai à leur place, je travaillerai très sérieusement à la lutte contre l'immigration, la délinquance, etc., et je ne parlerai jamais de religion. Je ferai le boulot honnêtement. Eux ne font rien, et ne font que jeter de l'huile sur le feu en ethnicisant le problème, parce qu'effectivement, on sait très bien que le musulman est issu du Maghreb, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, de la part de responsables politiques et qui sont au gouvernement, un travail qui est ouvertement un travail de délinquant, c'est-à-dire d'accélérer, de favoriser ce qu'on appelle le choc de civilisation et de travailler à la guerre civile. Alors que normalement, leur travail serait effectivement de régler le problème que pose l'immigration par un travail quotidien administratif discret, sans discours, qui pourrait être très bien fait, qui est d'ailleurs validé par la plupart des musulmans français. Hein. Ça, je fais remarquer que les 3/4 des musulmans ne s'assimilent ni à la délinquance ni à l'immigration. Il n'y a que l'extrême gauche dans son infinie stupidité et les sionistes dans leur infinie perversité pour systématiquement imposer dans l'inconscient collectif le fait que musulman égale immigré égale délinquant. C'est-à-dire que quand vous attaquez la délinquance, il y a une Ouria Boutelja qui se met à monter au créneau au nom de l'islam. Elle n'est pas musulmane, et je ne vois pas en quoi défendre les délinquants aiderait, je dirais, les Français originaires de l'immigration. C'est vraiment faire le travail pour l'ennemi. Hein, voilà. Donc ça, c'est une remarque que je fais systématiquement. Voilà. Donc on est dans toutes ces choses, dans toutes ces manipulations perverses, et toutes ces digressions pour vous amener à ce qui est mon sujet moi, et qui fait d'ailleurs que souvent on ne comprend pas tout à fait ce que je fais, c'est que la réalité politique est infiniment complexe et perverse, et que si on est amené, notamment par la massification du spectacle sportif, et je pense que c'est une des fonctions symboliques et politiques du sport, de penser toujours en termes de deux camps, vous voyez, deux équipes qui jouent,
C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour l'OM ou le PSG? Si vous pensez toujours, est-ce que vous êtes de gauche ou est-ce que vous êtes de droite? C'est la même question. Vous ne pouvez rien comprendre à la complexité de la politique et vous êtes toujours l'idiot du système. Voilà. Et vous êtes toujours perdant. Voilà. On voit très bien aujourd'hui que si on réfléchit à la prochaine présidentielle, Sarkozy a été élu sur un mensonge, qui était d'ailleurs un mensonge, qui était de promettre la même chose que le Front National, hein, c'est-à-dire de la sécurité, de la fierté nationale, de l'identité, du drapeau français. Immédiatement, il a fait venir tous les mondialistes, les Kouchner, etc. Il n'a strictement rien fait de ce qu'il avait promis, à part détruire le Quai d'Orsay, l'armée française, etc. Enfin, il l'a fait. Maintenant, il est carbonisé. Il a fait le boulot pour l'Empire, il est carbonisé. L'Empire lui donnera sans doute un gros chèque pour qu'il parte aux États-Unis avec sa femme et qu'il monte un cabinet d'avocats ou un truc comme ça, parce que je pense que son rêve maintenant c'est de devenir riche, après avoir eu le prestige, et il lui faut la fortune. Mais derrière, qu'est-ce qu'on nous propose? L'alternance, revoter à gauche, vous voyez, avec Strauss-Kahn, qui est la continuation du processus de soumission français à l'Empire, c'est-à-dire c'est encore aggravé. Et l'abruti se dira, vous l'entendrez tous les jours dans les bistrots, on s'est bien fait avoir par la droite, il y en a marre, moi je vais revoter à gauche. Et à gauche, ça consiste à voter pour le patron du FMI, vous voyez, qui est encore, selon les critères sérieux, plus à droite que Sarkozy. Même Mélenchon le dit, vous voyez. Ce qui n'empêchera pas Mélenchon d'appeler à voter Strauss-Kahn s'il est face à Marine Le Pen au deuxième tour, au nom de la lutte contre la menace fasciste. Vous voyez. C'est en quoi la politique est un jeu incroyablement pervers, puisque c'est un jeu qui vous, comme un labyrinthe, qui vous ramène toujours à la case couillon, c'est-à-dire le pouvoir n'est jamais pour vous et ça ne vous rapportera jamais rien en termes de décision économique. Et c'est très bien fait, je veux dire, c'est un système de domination. On peut tout dire, il faut être un gauchiste de 18 ans pour dire que c'est des imbéciles, c'est tout sauf des imbéciles, c'est du génie. C'est ce que j'appelle Satan, moi, hein, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est incroyablement pervers, parce que ça consiste à nous pousser toutes les victimes du système à se battre entre elles, hein, c'est le diviser pour régner, à se servir des faux espoirs et des fausses générosités pour les retourner en leur contraire. Et on le voit d'ailleurs chez des tas de jeunes qui croient bien faire en allant voter Besancenot, qui croient bien faire en adhérant à Ni pute ni soumise ou à je sais pas quoi, touche pas à mon pote. On a le recul historique aujourd'hui, plus l'analyse que j'ai faite avec d'autres d'ailleurs, pour bien comprendre qu'à chaque fois on s'est fait rouler dans la farine. Voilà. Et d'où moi mes positions provocatrices souvent, et mes alliances qui ont un sens à la fois, je dirais, pédagogique, un sens politique, puis un sens de démystification. C'est-à-dire que oui, je préfère Le Pen à Julien Drey, il n'y a pas de problème. Oui, si aujourd'hui les Français d'origine immigrée sont dans la merde, alors que ça fait 4 générations qu'ils sont là et qu'on les traite encore d'immigrés, alors que leur père et leur grand-père, pratiquement, sont nés ici, c'est pas à cause du Front National, il n'a jamais été au pouvoir. Par contre, le PS a fait un travail incroyablement pervers pour expliquer aux jeunes issus de l'immigration, que leur destin c'était footballeur ou danseur de hip-hop ou tagueur, voyez, ce qui par ailleurs d'ailleurs est puni par la loi comme dégradation, voyez, voilà. Et à un moment donné, moi ce que je dis, c'est des choses comme ça, on peut tout reprocher à Le Pen, mais le problème c'est que sur le plan symbolique, parce qu'il n'a jamais exercé le pouvoir une seule minute. Par contre, ceux qui ont exercé le pouvoir et qui prétendaient nous défendre, ça peut être les travailleurs français, les Français d'origine immigrée, la classe moyenne d'ailleurs, on peut le dire, si on associe l'UMP et le PS, qui votent d'ailleurs, on le sait, 93% des lois européennes ensemble, les vraies décisions venant de l'Europe, donc en fait c'est le même mouvement. Si on additionne tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, ça a été systématiquement en défaveur du prolétariat et du monde des petits salariés, des entrepreneurs de la classe moyenne, des Français d'origine immigrée. Je ne vois pas dans quel secteur ils ont favorisé, à part le secteur de la rente financière, hein. Je veux dire, c'est une analyse économique objective, partagée par tous les experts honnêtes et sérieux. Et le seul truc et là, vous avez aujourd'hui Martine Aubry qui revient. Ouais, on pourrait faire un gag de Groland, une vieille pute de 60 ans habillée en blanc avec du rouge à lèvres et qui dit j'existe de me marier à l'église, je suis vierge, vous voyez. Elle arrive pour vous dire en gros que ça y est, elle va remettre la France, enfin voilà, elle va régler les problèmes, comme si elle arrivait de nulle part, quoi. Je veux dire, alors qu'elle participe à la mascarade depuis, j'ose même pas, je pense que j'étais même pas né qu'elle était déjà là, qu'elle est la fille de son père, Jacques Delors, qui est un peu le prédécesseur de Strauss-Kahn, hein. Il faut savoir, en termes dans l'oligarchie mondialiste. Et il y a quand même, grâce au travail des médias, à la bêtise, et notamment au relais des éducateurs abrutis de l'éducation nationale, qui sont... Pour ça, quand on supprime des postes dans l'éducation, je me demande si c'est un mal ou un bien, parce que quand je vois le niveau de conscience politique des éducateurs officiels, déjà ils savent déjà plus écrire le français, ils sont totalement incultes, mais en plus ils distillent de l'idéologie de soumission à cette idéologie dominante qu'on peut appeler métisseuse, mondialiste, etc. Je me dis finalement l'écroulement de l'éducation nationale est peut-être une chance.
peut-être finalement. Voilà. Ces jeunes qui ne vont pas à l'école, je pense d'ailleurs qu'ils ont un très bon instinct, ils y vont pas parce qu'ils n'ont aucun respect pour leurs profs et qu'ils savent d'instinct que leurs profs n'ont rien à leur apprendre. Et je pense que souvent, ils ont assez raison. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec mes jeunes, j'ai été éducateur, notamment sportif, avec les jeunes issus des quartiers, jamais aucun problème. Parce qu'ils se disaient, lui, il a quelque chose à nous apprendre. Quand je vois ce que c'est que le niveau des instituts aujourd'hui, et j'en ai accompagné certains même dans leurs études, je me dis finalement, il y a un très bon instinct des jeunes des quartiers de leur mettre... peut-être pas des baffes, mais à la limite, de toute façon, ils récoltent ce qu'ils ont semé, comme j'ai déjà dit. Hein. Ils leur ont dit, vous avez le sauvage, c'est positif, le français est de la merde, il faut pas apprendre, vous savez déjà tout. C'est à vous de me dire ce que vous voulez apprendre, c'est balèze. Dans le pédagogisme poussé jusqu'au bout, c'est le jeune qui décide de ce qu'il veut apprendre, vous voyez. C'est en gros, c'est bien, quoi. Et je me dis finalement, cette catastrophe à laquelle on assiste en ce moment est d'abord totalement, elle a du sens. Et finalement, ce rejet de l'éducation nationale par la jeunesse, sauf par la jeunesse, même peut-être pas par la jeunesse bobo, mais qui à mon avis est encore beaucoup plus conne que la jeunesse immigrée. Et finalement, la preuve qu'il y a un vrai instinct chez l'humain, qui est l'instinct fonctionnel de survie, que quand même il a un peu conscience, quand il n'est pas complètement submergé par du concept fallacieux, de ce qui est bon et mauvais pour lui, quoi. Et les types, ils voient pas très bien pourquoi ils iraient jusqu'au bac pour apprendre que des conneries, qui ne leur servent qu'à être chômeurs, et qui sont essentiellement des mensonges sur les droits de l'homme, des mensonges sur l'histoire de France, des mensonges sur la colonisation qu'on attribue à la droite alors qu'elle a été faite entièrement par la gauche, je le rappelle. Hein, il suffit de lire Jules Ferry face à Clémenceau, comme je l'ai mis dans mon bouquin, où en réalité, comme moi je m'intéresse à tout ça, n'est qu'une succession de mensonges de A à Z, et qui fait d'eux finalement des abrutis qui ont les moyens de se défendre par rapport au système. En fait, il y a un vrai travail de soumission. Hein, voilà. C'est-à-dire ça en fait des soumis, effectivement, au système. Voilà. Et donc, toutes ces provocations avec lesquelles je joue m'amusent déjà, me fait plaisir, mais ont à mon avis un sens politique. Hein, voilà. Et c'est pour ça que je suis souvent à front renversé. Je dis, bon, il y a de moins en moins de profs, tant mieux, ça fera de moins en moins d'abrutisseurs de la jeunesse. Finalement, Le Pen est le plus sympa des hommes politiques. Bon, je l'ai rencontré, je le connais bien, je connais tous les autres, c'est vrai en plus... c'est vrai pratiquement, c'est le plus sympa de tous. Les autres, passer un dîner avec Le Pen et passer un dîner avec Besancenot, je peux vous garantir que vous vous marrerez beaucoup plus avec Le Pen, il est plus sympa, il connaît tout le répertoire de la chanson française, Damia, Fréhel et Edith Piaf, et alors que l'autre, il essaie de chanter faux les vieux tubes ringards de Joe Star, quoi. Je veux dire, ce qui croit en plus que Joe Star est encore quelqu'un qui représente... Il s'est plaint d'avoir pas les musulmans. Il dit, je comprends pas que j'ai pas eu les musulmans en banlieue. J'avais pourtant une photo avec Joe Star. Pour vous dire, comme il connaît bien la sociologie, il a pensé que Joe Star, ça lui amenait les musulmans. Vous voyez. Voilà. Enfin voilà, donc tout ça est assez drôle finalement. Si on n'est pas chômeur et qu'on vit pas dans les quartiers difficiles, on peut trouver ça drôle. C'est vrai que pour ceux qui vivent dans les zones de non-droit et dans la précarité sociale, je reconnais que c'est pas drôle du tout. Et à ce jeu-là, à ces gens-là, je leur dis d'ailleurs que ils ont totalement raison de vouloir faire la révolution et que je pense que si on peut la faire, on la fera, et qu'on a inventé un instrument assez moderne à une époque qui s'appelle la guillotine, et je pense même qu'on pourra accessoirement la ressortir pour un certain nombre de gens qui, si un jour la France reprend le pouvoir sur elle-même, comme à un moment donné la France a été dominée par l'Angleterre sous Jeanne d'Arc qui a un peu repris le pouvoir d'elle-même, sont des gens qu'on pourrait légitimement faire rechercher par contumace, condamner au moins, je veux dire, à l'indignité nationale et à la prison à vie, comme on l'a fait en envoyant à l'île du diable un certain maréchal Pétain. Je pense que, je le dis honnêtement, je ne sais pas si c'est filmé, mais ça mérite, à mon avis, largement d'être jugé pour haute trahison, si jamais nous reprenons un jour le pouvoir sur notre pays. Oui. Objectivement, tout ce qu'il a fait depuis 5 ans est de la haute trahison par rapport aux intérêts de la France et du peuple français. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Et je ne pense pas que Strauss-Kahn est là pour réparer le truc. Voilà. Donc nous sommes, comme ça justifie aussi mon bouquin, dans une période très étrange et très intéressante, parce que moi j'ai vécu les années 90-2000, là c'était vraiment très déprimant. Fukuyama nous parlait de la fin de l'histoire, en gros tout était verrouillé, l'URSS était tombé, le paradis reaganien régnait sur le monde, on avait l'impression que c'était le monde de George Orwell. Alors aujourd'hui, nous sommes quand même dans une période d'accélération et où les choses se voient, c'est-à-dire qu'on commence à identifier certaines choses. Dieudonné a fait aussi pas mal le boulot. On commence à pouvoir libérer un peu ce que j'appelle la parole gauloise, et pas seulement avec Éric Zemmour, on peut le faire aussi avec Alain Soral et Dieudonné. On parle pas tout à fait des mêmes sujets d'ailleurs, mais tant mieux, je veux dire que on est dans une période
où la domination est très puissante, mais en même temps où elle est très identifiée comme domination illégitime. C'est pour ça que je trouve que ça ressemble à la fin de l'URSS. Le pouvoir soviétique n'a jamais été aussi puissant en apparence sous Brejnev, alors qu'il était totalement vermoulu de l'intérieur. Hein, on est dans un monde aujourd'hui, je crois, pour les gens qui ont un peu de lucidité, où il y a la Pravda, c'est-à-dire France 2, TF1, Le Monde, Libération... voilà, c'est la Pravda, on sait que c'est que du bidon avec les intellectuels clés, Bernard-Henri Lévy, machin, les émissions de Franz-Olivier Gisbert et Guillaume Durand, ça s'appelle pas quoi, les Français parlent aux Français, enfin je sais pas, des trucs gaguesques comme ça, où tout le monde sait que voilà, c'est un défilé de francs-maçons, d'agents impériaux qui sont là pour raconter à peu près n'importe quoi. Et par contre, les gens sont sur Internet, cherchent des trucs, discutent entre eux, et notamment une des choses que je disais tout à l'heure à la personne avant vous, c'est je viens de vendre 20 000 bouquins en un mois, 4 fois plus que Bernard-Henri Lévy pour son dernier bouquin, avec un boycott intégral des médias dominants. Hein, pour un livre qui est au cœur de l'actualité et qui devrait faire débat. Et ça, c'est très agréable. C'est très très agréable de savoir que Bernard Lévy vend 4 fois moins de livres que moi, alors qu'il a toutes les émissions, et que moi, j'en vends 20 000, ça veut dire que je rentre dans les livres des meilleures ventes de l'Express, du Nouvel Obs, en ayant 0 média officiel. Tout ça par Internet, etc. Ce qui veut bien dire que la situation actuelle ressemble un peu à l'époque de l'URSS. C'est pour ça que moi, je dis que je suis un intellectuel français dissident. Il y a aujourd'hui une vraie dissidence intelligente, grâce, c'est vrai, à Internet. J'espère qu'on gardera cet outil le plus longtemps possible, qui passera pas totalement sous contrôle. C'est pas évident parce que c'est un système mondial. Et donc, comme la police est encore nationale, c'est un peu difficile de le bloquer. Mais aujourd'hui, on a une vraie dissidence intelligente, transcourant comme vous l'êtes aujourd'hui, des gens issus de l'extrême droite intelligente, de l'extrême gauche intelligente, français de souche, français d'origine immigrée, c'est-à-dire que les catégories qui nous étaient imposées ne fonctionnent plus, qui sont des catégories de la domination. T'es de gauche, t'es de droite, t'es un beurre. Moi, je me rappelle quand Alain Krivine tapait sur l'épaule d'un petit touche pas à mon pote, disant il n'y a pas assez de beurre et de black dans la politique. Alors moi, je disais, dis-lui qu'il y a trop de fudge. Tu vas voir comme il va aimer. Tu vois, parce que c'est à peu près la phrase symétrique, quoi, je veux dire déjà. Ou les affiches des indigènes de la République où il y a marqué Rebeu, Renoir. Rebeu, Renoir. Je ne sais pas si vous voulez le niveau de respect que ça implique pour des gens qui sont issus de pays ou d'un monde qui ne se réduit pas à Rebeu et Renoir. Je veux dire, un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Kabyle algérien ou un Arabo-berbère, etc., n'ont pas envie qu'on les appelle rebeux. C'est un vrai discours. C'est de l'indigénat. Hein. Après, c'est l'autre, tu peux dire Toubab aussi. Enfin voilà, c'est avec la petite tape comme ça. Julien Drey, viens ici, vas-y, prends ton ballon de foot, va faire. Le mec, je veux faire des études supérieures. Non, fais plutôt du hip-hop, tu bouges bien. Voilà, ce truc-là. Aujourd'hui, ne fonctionne pratiquement plus. Enfin, je veux dire, moi, je sais que j'ai su aller parler dans des banlieues réputées difficiles comme à Vaux-en-Velin, à Mantes-la-Jolie et des endroits comme ça. Les types de SOS Racisme et de Ni Pune Ni Soumise ne pouvaient pas y mettre les pieds. On les attendait, ils s'étaient attendus pour se faire caillasser. Hein. Je pense pas que Dominique Sopo, quand il fait une réunion publique, rassemble autant de gens que moi. Et je pense pas qu'il puisse. Enfin, je veux dire que les gens issus des quartiers ont envie de l'écouter. Hein. Il y a que les gens qui regardent la télé qui croient que ces gens-là sont des mandataires réel. En réalité, tout ça, c'est l'URSS, quoi. Hein. C'est le président de la Société des gens de lettres soviétique, et puis tous les autres sont dans la dissidence. Il n'y a pas de goulag en France, heureusement. Enfin, de ce point de vue-là, c'est pas un pays monstrueux. Moi, je suis persécuté un petit peu, hein, quand même. Hein. Mais c'est des persécutions démocratiques. Contrôle fiscal, redressement fiscal, petit passage à tabac de temps en temps par des milices communautaires autorisées, bizarrement. Voilà, enfin des petits trucs, mais je reconnais que c'est pas monstrueux. Vous voyez, ce soir, on nous a pas annulé la salle, il n'y a pas de... On savait pas que c'était moi, hein, d'ailleurs, on a oublié de préciser que c'était moi qui venais, parce que sinon, à chaque fois, 1 heure avant, la mairie nous la supprime, hein, et on se retrouve tous sur le trottoir. Enfin, voilà. Donc, on est dans ce monde très complexe, des catégories qui nous sont imposées, mais auxquelles de moins en moins de gens croient. Et avec cette possibilité qui m'intéresse moi, parce que ça correspond à ce qui a marqué sur ma boutique, égalité, réconciliation, pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs, à des gens issus de communautés, de milieux divers, socialement, religieusement, etc., qui comprennent très bien ce que je veux dire, et qui ont tous le sentiment d'être des Français,
et qui d'ailleurs, quand on leur pose la question, aiment bien la France et sont contents d'être là. Hein. Ils ne vous racontent pas que c'est génial le bled, ils ont juste oublié d'avoir envie d'y retourner. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens qui adorent l'Algérie, qui adorent le Maroc, qui adorent la Tunisie, pourquoi ils veulent à tout prix rester ici alors que c'est tellement terrible? Et puis d'autres qui adorent le salafisme wahhabite le plus extrême, pourquoi ils vont pas en Tchétchénie, en Arabie Saoudite, qui sont des paradis comme chacun sait, où à mon avis il leur faudrait 15 jours à tous, on le sait d'ailleurs, qu'il leur faut 15 jours pour découvrir à quel point ils sont français, à quel point la France c'est pas si mal, vous voyez. Moi je serais, si je prends le pouvoir demain, au lieu de rétablir la double peine, j'imposerais pour tous les branleurs là, 15 jours dans une cité mais de la banlieue d'Alger, avec passage effectivement, vol à la tire, passage au commissariat, et ils verront la différence de traitement, voilà. Et puis pour les salafistes, effectivement, un petit stage en Arabie Saoudite, parce qu'en tant que franco-maghrébins en Arabie Saoudite, ils vont voir comment ils vont être appréciés et traités pour autre chose que de la merde. Et à mon avis, au bout de 15 jours, les mecs reviennent et disent putain, finalement, c'est pas si mal la France. Et là, on peut peut-être tous se mettre au boulot, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est mon propos, il est celui-là. Nous sommes dans un pays très riche, très développé, avec une tradition qui est quand même assez humaniste, c'est vrai, par rapport à une Allemagne qui est plus un pays basé sur la race, par rapport à l'Angleterre qui est un pays communautaire où les gens ne se fréquentent pas. La France a un certain charme, un certain logiciel, un certain génie, ça s'appelle le génie français, et ce génie n'est pas mort, parce que la preuve c'est que ce genre de réunion pourrait être assez inconcevable dans d'autres pays ou même avant. Et tout ça me démontre que ce que j'essaye de faire et auquel vous participez n'est pas totalement débile. Et effectivement, invalide par la pratique la thèse du choc de civilisation que nous vendent comme par hasard toutes ces élites mondialistes hyper classes, etc., à travers la diabolisation du musulman, à travers des fictions comme la notion d'Occident, qu'on assimile à l'Europe alors que c'est pas la même chose, à travers des fictions comme le judéo-christianisme, qui est un concept qui remonte au XIXe siècle, dont on n'avait jamais entendu parler avant, et que voilà, que nous sommes là pour démontrer par la pratique et la réalité que ces fausses catégories, qui sont des catégories de la haine, ça on peut le dire pour une fois, finalement sont relativement invalides, et qu'en fait, le problème en France n'est pas si grave que ça, que si les Français, que nous sommes tous ici, reprenaient le pouvoir de leur pays, nous pourrions régler les problèmes assez facilement. Voilà. Mais par contre, si nous ne reprenons pas le pouvoir d'une manière ou d'une autre, le projet qui va nous être imposé est plutôt un projet de chaos social, économique et ethnique. Ça, j'en suis certain, parce que c'est la seule manière dont l'hyperclasse pourra s'en sortir, en déviant les colères. Et c'est déjà ce que fait l'UMP, qui ne peut pas toucher à l'économique, puisqu'ils sont entièrement des agents impériaux, et qui, pour cacher qu'ils ne peuvent pas régler les problèmes économiques, sont en train d'ethniciser la crise en systématiquement parlant d'islam, alors que dans les sondages, les Français ont bien identifié que la première question qui se posait à eux, c'était l'économie, le pouvoir d'achat et l'emploi, après la délinquance, et la question religieuse encore bien après. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini sur ce petit présentation globale de ma vision des choses, et maintenant, je vous propose de me poser des questions, et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Merci.